nos jours, nous pourrions nous considérer plus évolués que les peuples anciens. Grâce à notre avancée technologique et à d'importants progrès scientifiques, nous avons beaucoup gagné en qualité de vie. Mais nos ancêtres n'étaient pas si éloignés de nous. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ils avaient découvert les secrets des énergies naturelles et ils n'hésitaient pas à s'en servir. Ça n'a rien d'étonnant, non seulement les hommes de l'Antiquité savaient canaliser les forces de la nature, mais ils les utilisaient avec beaucoup de savoir-faire. Voici l'histoire des énergies et des techniques de l'Antiquité. Nous savons que les peuples antiques étaient civilisés, mais on ignore parfois que leur vie quotidienne bénéficiait de techniques qui ressemblent de très près aux nôtres. Les inventions modernes font tout notre confort d'aujourd'hui. Mais nos ancêtres connaissaient certains luxes qui peuvent nous sembler très contemporains. Nous vivons une époque de production de masse et de machines de plus en plus sophistiquées. Or, les Romains avaient déjà conçu des usines automatisées à l'intérieur de leur ville, une véritable révolution industrielle 2000 ans avant notre ère. Ils ont dompté les forces de la nature grâce à des merveilles d'ingénierie et ont apporté la civilisation au plus grand nombre. Il y a des milliers d'années, ces hommes avaient appris à exploiter la puissance du soleil, à se servir de l'énergie thermique et à utiliser la force de l'eau pour actionner d'énormes machines. Quand on pense aux gens de l'Antiquité, on les croit primitifs par rapport à nous. C'est complètement faux. Ils se servaient de l'énergie hydraulique, de l'énergie thermique, peut-être même de l'énergie solaire, voire de l'électricité, on n'est sûr de rien. Ils utilisaient une large gamme d'énergies différentes et ils faisaient des recherches incessantes pour améliorer leur technique. Malgré toutes les inventions antiques que l'on a retrouvées, certains mystères restent inexplicables. L'Irak est considéré comme le berceau de la civilisation. En 1936, un étrange objet est découvert à Bagdad. Personne n'a encore démontré l'utilité de ce mystérieux vestige, mais il contient les mêmes ingrédients qu'une pile conçue au XIXe siècle. Certains experts pensent donc qu'il y avait des peuples antiques qui connaissaient l'existence de l'électricité. Cela semble incroyable. Nos ancêtres étaient-ils aussi proches de notre technologie moderne ? Il y a 2000 ans, les Romains avaient amélioré le savoir-faire qu'ils tenaient des Grecs au point qu'ils utilisaient des machines complexes dans tous les domaines, la guerre, les constructions et l'industrie. Mais nous ne saurions rien de ces inventions sans les travaux d'un homme en particulier, Marcus Vitruvius Pollio, plus connu sous le nom de Vitruve. Vitruve était architecte de profession et vivait à l'époque de Jules César. Il était passionné par l'architecture, par les techniques des Grecs et le travail des grands maîtres classiques le fascinait. Sa plus grande œuvre est un ensemble d'écrits qui détaille les inventions des Romains et des Grecs. Sans Vitruve, nous en saurions peu sur les techniques de l'Antiquité. Vitruve est l'un de ceux qui nous a le plus appris sur les techniques antiques. Il écrivait vers l'an 20 avant Jésus-Christ. Ses écrits relatent les travaux d'auteurs plus anciens, qui n'ont pas survécu de la même manière. L'œuvre de Vitruve est unique. Les 10 livres qu'il a écrits couvrent un large panel d'inventions. Son souci du détail a permis à nos historiens d'évaluer avec précision les progrès techniques des peuples de l'Antiquité. Les inventeurs de la Renaissance comme Léonard de Vinci se sont inspirés des descriptions que Vitruve avait faites des machines antiques. Les premières éditions de ses travaux contenaient des gravures qui témoignent du regard que la Renaissance portait sur les techniques antiques. Les Romains ne voulaient pas seulement conquérir le monde, ils comptaient bien dominer la nature elle-même. Ils y sont parvenus en partie en construisant d'immenses machines qui se servaient de la force de l'eau.
Vitruve était fasciné par l'eau, les mines et l'économie. Les mouvements liquides l'intéressaient beaucoup. Il a travaillé sur des systèmes permettant de transporter de l'eau sur de grandes distances et à partir d'endroits difficiles d'accès, comme au fond des mines. En tant qu'ingénieur et architecte, c'est le genre de choses qui l'intéressait. Vitruve a décrit de nombreuses pompes à eau, toutes aussi ingénieuses que sophistiquées, qui faisaient remonter le liquide grâce à des valves. Il a aussi dessiné d'énormes dispositifs qui faisaient circuler l'eau grâce à d'autres techniques. En 2001, les vestiges de deux grandes machines romaines ont été déterrés à Londres. On les appelle les deux roues à eau de Gresham Street. Elles pouvaient remonter l'eau au plus profond des puits grâce à une suite de récipients reliés par un engrenage, ce qui était bien plus efficace que de puiser l'eau à main nue. Elle ressemblait beaucoup au mécanisme détaillé par Vitruve. Il a aussi décrit la plus célèbre des inventions grecques, la vis d'Archimède. Cette invention simple mais ingénieuse tournait en spirale et forçait ainsi l'eau à remonter. Les Romains utilisaient la vis d'Archimède pour remonter l'eau, par exemple, lorsque le fond d'une mine était inondé. Le procédé était efficace mais ne fonctionnait qu'à courte distance. Pour évacuer l'eau des mines en profondeur, il fallait une solution plus complexe. Les mines d'argent étaient très importantes pour les Romains qui utilisaient ce métal en grande quantité pour frapper leur monnaie. Mais les strates d'argent étaient souvent difficiles d'accès à cause des inondations en profondeur. En 1886, la mine de Rio Tinto en Espagne a été le théâtre d'une incroyable découverte. Lorsque les mineurs ont fait sauter une partie de la mine, ils ont trouvé une énorme roue enfouie profondément dans le sol. Mais quel était cet objet extraordinaire ? Durant les fouilles qui ont suivi, les archéologues ont trouvé plusieurs roues identiques enterrées dans les mines. Même si le système des roues à eau était connu à l'époque, jamais on n'en a observé un usage aussi avancé qu'ici, à Rio Tinto. Par exemple, dans la mine du Nord, il y avait 8 paires de roues, soit 16 en tout. Elles puisaient de l'eau à 29 mètres de profondeur. Au plus profond des mines, les roues à eau déplaçaient l'eau d'une chambre à l'autre, en la faisant remonter à chaque fois d'un étage jusqu'à ce qu'elle atteigne la surface. C'est un grand exploit que d'avoir bâti un mécanisme de cette taille et de cette complexité à une telle profondeur. Dans ses travaux, Vitruve expliquait comment un homme devait actionner la roue en marchant en avant. C'était un travail écrasant compte tenu de l'obscurité et de l'humidité du sous-sol. On estime pourtant qu'un homme pouvait faire tourner la roue 8 heures d'affilée en évacuant 72 litres d'eau par minute. Cela augmentait énormément la productivité de la mine et l'argent de Rio Tinto aurait peut-être été impossible à exploiter sans ces énormes roues à eau. Ils n'étaient pas les premiers à utiliser ces idées, mais les roues de Rio Tinto montrent que les Romains ont adapté les techniques des Grecs à une plus grande échelle, ce qui leur a permis d'acquérir beaucoup de richesses et de pouvoir. À l'époque des Romains, on ne se contentait pas de transmettre le savoir. On le mettait en action. Avant, on croyait que ce savoir était théorique et non pas pratique. Mais les Romains se sont servis de ces techniques pour obtenir ce qu'ils voulaient. En l'occurrence, évacuer l'eau des mines d'argent. Rien que dans le sud-est de l'Espagne, on a recensé 40 roues de ce genre. C'est en utilisant ces techniques d'une manière visionnaire que Rome est devenue une si grande civilisation. Mais d'après Vitruve, l'usage que les Romains faisaient de l'énergie hydraulique est encore plus étonnant. Pour canaliser la force de l'eau, il leur fallait mettre au point un système qui assure une circulation constante dans leur ville. Les Romains étaient ambitieux. Ils ont créé d'immenses aqueducs qui pouvaient acheminer l'eau sur plusieurs kilomètres. Ils ont apporté la civilisation dans les régions les plus reculées de l'Empire et ont fondé des villes là où personne n'aurait pu en bâtir auparavant. Dans son œuvre, Vitruve raconte de quelle manière un aqueduc romain devait se construire. C'était une structure remarquablement complexe, indispensable aux Romains qui se servaient de l'énergie hydraulique.
L'eau alimentait aussi les thermes luxueux, les fontaines et les jardins. Certains aqueducs, comme le pont du Gard dans le sud de la France, sont encore debout aujourd'hui, 2000 ans après leur construction. Cet aqueduc fournissait l'eau de la ville de Nîmes à partir d'une source située dans les collines, 25 km plus loin. C'est une merveille d'ingénierie. Il a été construit par une légion qui avait un savoir-faire et une compétence en génie civil, en hydraulique. Ils avaient déjà construit 9 aqueducs à Rome. Ils en construisaient partout en Europe. Donc, maîtriser le paysage pour conduire l'eau dans une ville, c'était quelque chose qu'ils faisaient tout le temps. Le pont du Gard est impressionnant. Ses 48 mètres de hauteur en font le plus grand aqueduc jamais bâti dans l'Empire romain. Sa construction a duré 15 ans et il demeure encore aujourd'hui l'aqueduc romain le mieux préservé. Les Romains l'ont conçu pour qu'il dure longtemps, malgré les nombreuses crues dans la vallée du Gardon. Au premier et au deuxième étage, ce sont des blocs qui pèsent entre 2 et 6 tonnes, qui sont posés à sec, les uns sur les autres. Il n'y a pas de mortier. Et la conception du pont par lui-même, puisqu'elle est ouverte par des arches larges, permettait aux eaux de traverser sans briser le pont. L'eau acheminée par les aqueducs avait un rôle central dans la vie des Romains. Rome, le cœur de l'Empire, était alimenté en eau par 11 grands aqueducs. Les ingénieurs de la ville avaient transformé cette constante circulation d'eau en courant rapide afin d'actionner les roues à eau. Vitruve a décrit en détail ces roues à eau romaines dont on faisait un usage industriel à travers la capitale. Depuis des années, la découverte de ces roues dans toute l'Europe fascine les archéologues. Plusieurs roues à eau ont été découvertes à Rome, mais les machines qu'elles faisaient fonctionner étaient plus incroyables encore. Andrew Wilson, professeur d'archéologie à Oxford, a dirigé les fouilles d'un site extraordinaire à Rome en 1998. Il a mis à jour un énorme complexe industriel de la Rome antique. On utilisait des roues à eau pour faire fonctionner un très grand moulin à farine grâce au courant fourni par les aqueducs de la ville. On l'a baptisé le moulin de Janicule. Il a été bâti au IIIe siècle après Jésus-Christ, par-dessus l'Aquatriana, l'aqueduc de Trajan qu'on voit ici en bleu, au milieu du site. Cela faisait partie d'un grand complexe de moulins à eau qui fournissait le pain de la ville de Rome. Plusieurs roues à eau étaient reliées à un engrenage qui lui-même faisait tourner une grosse meule. Ces moulins fournissaient la farine nécessaire pour faire le pain des habitants de Rome. Un pain produit en masse par les moulins et les fours à une immense échelle. Dans ses travaux, Vitruve montre comment ces moulins à eau fonctionnaient. Voici une traduction française de Vitruve qui date de 1673. On y trouve de très jolies illustrations des machines dépeintes par Vitruve. Mais le dessinateur les a parfois interprétées en pensant aux roues à eau de son époque. Dans cette image, on voit un moulin à eau qui fonctionne grâce au courant qui passe sous une roue à aube à l'extérieur. Sur l'essieu de cette roue, on a monté un grand engrenage qui en actionne un autre plus petit, posé sur un fuseau vertical et qui fait fonctionner l'une des 2 meules que l'on trouve à l'étage supérieur. Lors des fouilles de Rome, les archéologues ont trouvé des indices qui montrent que le moulin de Janicule ressemblait beaucoup aux descriptions de Vitruve. Durant les fouilles des années 90, on a trouvé des blocs porteurs, des pierres qui supportaient les essieux des roues à eau à leurs extrémités. En mesurant la distance qui les sépare, on en déduit que la rive nord pouvait contenir 4 roues. Sur le côté sud, l'essieu était plus haut, ce qui permettait d'avoir une roue plus grande. Cette roue-là faisait peut-être marcher une meule plus lourde, voire 2 meules, une de chaque côté de l'essieu.
L'eau était si importante pour le fonctionnement des moulins qu'un jour où Rome était attaquée, l'ennemi a tenté de bloquer les aqueducs, faisant ainsi cesser la production de pain. C'est comme si de nos jours, on coupait l'électricité d'une grande ville. L'eau était le système sanguin de Rome. Il était vital qu'elle ne cesse pas de couler. Les moulins de Rome nous auraient sûrement impressionnés. Mais le complexe énergétique le plus incroyable de l'Empire romain a été découvert à Barbe-Galles dans le sud de la France. Les ruines découvertes à Barbe-Galles en 1937 ont prouvé l'existence d'une immense meunerie qui fonctionnait à l'énergie hydraulique, ce que les experts croyaient impossible auparavant. Pourtant, au second siècle de notre ère, les Romains ont construit un vaste complexe de moulins à eau qui produisait assez de farine pour nourrir les 12 500 habitants de la ville d'Arles. Cet ensemble a été bâti sur une colline et comprenait 16 roues à eau en tout. Chacune faisait tourner une meule sur laquelle tombait le grain depuis un réservoir. C'était une industrialisation à grande échelle. Les moulins étaient alimentés par l'aqueduc qui fournissait l'eau de la ville d'Arles. Arrivé en haut du site de Barbe-Galles, une partie de l'aqueduc était déviée vers la meunerie. Il fallait une énorme quantité d'eau pour faire fonctionner les moulins. Barbe-Galles avait la vocation d'amener l'eau vers une série de moulins qui allaient pouvoir moudre les céréales et pour donner du blé, donc à tout l'Empire romain. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Légion était présente dans le sud de la France. Arles était une ville vivante et prospère à l'époque des Romains. L'empereur Constantine y a même vécu quelque temps. Ses habitants étaient nombreux, mais on raconte que la région manquait d'esclaves. Cela explique peut-être pourquoi cette immense meunerie était là. Grâce à elle, il n'y avait plus besoin de moudre toute la farine nécessaire à la ville à la force des bras. À l'époque, l'aqueduc et les moulins étaient vitaux pour Arles. La meunerie de Barbe-Galles a été construite 300 ans après que Vitruve eut décrit les premiers moulins à eau utilisés par les Romains. Ils ont donc amélioré leurs machines hydrauliques avec autant d'ingéniosité que d'efficacité. La force de l'eau y était exploitée avec un niveau d'industrialisation et de mécanisation qui semble anachronique face à l'idée que nous nous faisons de l'Antiquité. Le site de Barbe-Galles précède de 1600 ans la révolution industrielle. C'est un exemple précoce de grands investissements dans des machines sophistiquées. C'est la première fois que l'humanité a tenté de dompter la nature pour lui faire accomplir un travail mécanique et utile. C'est donc l'ancêtre de beaucoup de machines que nous connaissons aujourd'hui. Barbe-Galles est la preuve que les Romains avaient une connaissance technologique plus avancée que ce que les fouilles plus anciennes avaient laissé croire. Grâce à des sites comme celui de Barbe-Galles, on peut prouver que les Romains ont connu une révolution pré-industrielle qui les a fait passer d'une économie basée sur l'esclavage à un système fondé sur la mécanisation et l'ingénierie d'avant-garde qui améliorait le rendement des esclaves. Barbe-Galles est unique, car c'est le seul complexe hydraulique dont on a gardé la trace. Mais il y en a peut-être d'autres qui attendent d'être découverts sous les villes de l'ancien Empire romain. Dès lors, la question est tentante. Si les Romains se sont servis de la force de l'eau pour moudre la farine, l'ont-ils également étendue à grande échelle pour d'autres machines? Certains vestiges laissent penser qu'ils ont utilisé des roues à eau pour couper des blocs de pierre destinés à la construction. Une fois cette technique maîtrisée, les possibilités étaient infinies. Les connaissances des Romains en hydraulique ont connu un tel progrès qu'ils étaient capables de déplacer l'eau à travers des vallées où il était impossible de construire un aqueduc. Simplement en profitant de la gravité. À Aspendos, en Turquie, on peut encore voir les vestiges d'un édifice extraordinaire.
Pour traverser une vallée de cette taille, il aurait fallu un aqueduc gigantesque. Mais les Romains ont trouvé une solution ingénieuse à ce problème. Ils ont décidé de canaliser la force de l'eau. Et ils ont mis au point un système de pression qui utilisait la technique du siphon inversé. Les siphons étaient déjà utilisés à l'époque des Grecs, mais les Romains ont adapté cette technique et l'ont développée à grande échelle. Le principe d'un siphon ordinaire s'explique facilement. Là, je vais verser le liquide. J'utilise du vin pour que ce soit plus visible. Je vais le verser dans le réservoir supérieur et on devrait pouvoir observer le principe du siphon. La force de gravité pousse le liquide à travers les tuyaux et le fait remonter vers le réservoir qui est à l'autre bout. Le siphon d'Aspendos fonctionnait selon le même principe. Un conduit de pierre transportait l'eau au creux de la vallée et grâce à la pression, le liquide remontait l'autre côté pour atteindre la ville. Les Romains ont fait appel aux forces de la gravité et de la pression hydraulique pour acheminer l'eau à travers les reliefs. Ils n'ont pas bâti qu'un seul siphon à Aspendos, mais 3. Ils étaient soutenus par 2 tours immenses qui dominaient la vallée. Pour bâtir des villes aussi splendides qu'Aspendos, avec son amphithéâtre époustouflant, les hommes de l'Antiquité ont dû se servir des forces de la nature. Aujourd'hui encore, leur niveau de maîtrise nous surprend. Les Romains se sont servis de leurs connaissances en hydraulique pour faire d'Aspendos l'un des avant-postes les plus beaux et les plus prospères de l'Empire. Dans ses livres, Vitruve raconte les nombreuses solutions ingénieuses que les Romains ont trouvées pour alimenter leur ville en eau. Mais une fois qu'elles arrivaient par les aqueducs, il fallait un système de canalisation efficace pour assurer un flot constant. Même dans les contrées romaines aussi reculées que le nord de l'Angleterre riche en paysages inhospitaliers, les Romains ont pu installer un véritable réseau de plomberie. Ils se sont installés en Grande-Bretagne au 1er siècle après Jésus-Christ et l'empereur Hadrien y a bâti son célèbre mur pour se défendre contre les populations hostiles du nord. À lui seul, le mur était un énorme projet. Il faisait au moins 4 mètres de haut, 3 mètres d'épaisseur et s'étendait sur 118 km. Le fort romain de Vindolanda se situait à proximité du mur d'Hadrien. Il servait de base aux soldats qui devaient maintenir les tribus du nord hors du territoire. Les dirigeants romains savaient que pour conserver le moral et la loyauté des soldats, il fallait leur donner un certain confort et de l'attention. Au milieu du froid et du vent, les Romains ont tenté de dompter la nature afin de retrouver quelques luxes auxquels ils étaient habitués. L'une des principales ressources naturelles de la région était la pluie. Les Romains ont conçu un moyen de rediriger l'eau de pluie vers la ville, ce qui leur procurait de l'eau courante. La ville a prospéré au point d'acquérir son propre hôpital, sa brasserie, plusieurs échoppes, mais surtout des bains pour les soldats. Les Romains n'étaient pas prêts à faire des compromis. Ils sont arrivés dans cette région frontalière très hostile et ils y ont apporté des techniques romaines dernier cri. Ils ont installé un réseau de canalisation exceptionnel et chaque bâtiment du fort pouvait avoir accès à l'eau. C'est formidable quand on y pense, parce que quelques siècles plus tard, à la fin de la présence romaine, ces techniques n'étaient plus utilisées. Les gens d'ici n'avaient plus l'eau courante. Il fallait installer un réseau de canalisation pour alimenter la ville. Dans l'un de ses ouvrages, Vitruve explique que les Romains utilisaient le plus souvent des tuyaux d'argile ou de plomb. Mais il s'est rendu compte que le plomb était dangereux car beaucoup de plombiers romains étaient atteints de saturnisme. Mais à Vindolanda, les Romains ont construit un réseau efficace avec les matériaux qu'ils avaient sous la main. L'une des plus grandes découvertes que l'on ait faites ces dernières années sur ces fouilles, c'est cet extraordinaire système de canalisation. Ce sont des tuyaux de bois enterrés qui datent de l'an 100 après Jésus-Christ. Ils prélevaient l'eau des puits et des réservoirs. C'est formidable qu'ils aient subsisté. Pour construire leurs tuyaux, les Romains coupaient les aulnes qui poussent sur les sols détrempés.
Il les évidait sur une longueur d'1 à 2 mètres, fuselait les extrémités et les entourait de blocs de chêne avant de les enterrer dans des fosses remplies de gravier. 2000 ans après leur construction, les tuyaux de Vindolanda sont encore dans un très bon état. Trois kilomètres plus loin, le long du mur d'Adrien, une autre découverte a prouvé plus encore les progrès qu'avaient fait les Romains. Au fort d'Austerlitz, les soldats avaient accès à ce que l'on pourrait considérer comme un confort moderne. C'est là qu'on trouve les latrines romaines parmi les mieux conservées du monde. Les ingénieurs romains ont conçu cette étonnante structure pour les soldats qui étaient cantonnés au mur. Il y avait un système d'eau courante afin d'évacuer le rebut. Ces latrines sont une merveille de plomberie et d'ingénierie. On y a construit d'énormes réservoirs qui pouvaient contenir jusqu'à 24 000 litres d'eau de pluie. Malgré le manque d'intimité, c'était un bâtiment couvert qui devait être confortable. 3 de ses côtés abritaient une rangée de sièges de toilettes en bois. En dessous, il y avait un conduit d'évacuation où l'eau circulait constamment. Le conduit d'évacuation fonctionnait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. L'eau arrivait par la gauche et circulait dans ce sens le long du conduit avant de sortir sous un ponceau dans le coin sud-est du fort. Au-delà du simple luxe, cet élément d'hygiène essentiel protégeait les soldats de nombreuses maladies et leur permettait de mieux protéger l'Empire. Les Romains avaient compris l'importance des sanitaires et la circulation constante d'eau propre sur place était capitale. Les latrines n'avaient pas seulement un conduit d'évacuation, les hommes avaient aussi de l'eau courante pour se laver. En guise de papier toilette, chaque soldat avait un bâton avec une éponge à l'extrémité. Autour des sièges, il y avait un courant d'eau pour que l'on puisse nettoyer les éponges après usage. Voici une maquette de ce que les soldats utilisaient comme papier toilette. C'est une éponge attachée au bout d'un bateau. Les soldats jouissaient de nombreux conforts et les gens aisés avaient une existence très agréable. À plus d'un égard, leur vie n'était pas très éloignée de la nôtre. Dans l'Empire romain, les bâtiments publics avaient une hauteur incroyable. Les thermes immenses ressemblaient à des temples dédiés aux plaisirs aquatiques. Les citoyens pouvaient se prélasser dans un bain chaud ou profiter d'un massage relaxant. Parmi les plus beaux termes romains qu'il nous reste en Europe, il y a ceux de la cité de Bath, au sud de l'Angleterre, que les Romains appelaient Aquae Sulis. Ces termes sont exceptionnels, car ils montrent que les Romains avaient des connaissances avancées en plomberie et qu'ils savaient exploiter l'énergie thermique. Ces bains ont été bâtis sur une source d'eau chaude que les premiers habitants de l'île ont longtemps considérée comme sacrée. Les Romains venaient aussi y prier et l'endroit est devenu un important site religieux et culturel que les hommes de tout l'Empire venaient visiter. La ville de Bath s'est construite autour des sources d'eau chaude qui venaient du sous-sol. De nombreux bâtiments romains se cachent derrière l'élégante architecture géorgienne de la ville. Au centre des thermes, on trouve la source sacrée. Ici, une eau à 46 degrés jaillit à plus d'1 million de litres par jour, et ce depuis des milliers d'années. Avant la conquête romaine, les gens connaissaient cette source et venaient très probablement y prier. Mais les Romains ont été les premiers à la contrôler. Les ingénieurs romains savaient que s'ils maîtrisaient l'écoulement de cette source, ils pourraient en faire de superbes thermes à chaleur naturelle. Au centre de l'édifice, on trouve le grand bassin. C'est une piscine entourée de feuilles de plomb et que l'on remplit avec l'eau chaude de la source. Elle se trouvait dans une salle grandiose. Le bassin ne fait qu'1,50 m de profondeur et des marches y descendent de chaque côté. Le long des bords, il y avait des bancs pour les baigneurs et des tables recouvertes de vin et de victuailles. Mais ce n'était pas seulement un endroit de détente.
Les Romains croyaient profondément au pouvoir spirituel de la source. En 1727, une superbe tête de bronze a été découverte par des hommes qui travaillaient à proximité des bains. Elle appartenait à la déesse de la fertilité et de la santé, Sunis Minerve, dont on raconte qu'elle vivait près de la source. Les fidèles laissaient des pièces d'or en offrande. On en a retrouvé des milliers sur le site. Ils ont aussi laissé des malédictions gravées sur des feuilles de plomb. Ils les jetaient à l'entrée de la source. Les Romains ont fait honneur à leur tradition d'ingéniosité et de créativité, car ils ont compris le potentiel de cette eau chaude naturelle et l'ont tournée à leur avantage. Les Romains avaient sûrement compris le fonctionnement de l'énergie thermique, car ils s'en sont très bien servis. Observez comment fonctionnaient les thermes. L'édifice avait des salles chauffées, mais lui-même était très peu chauffé en soi. Pourtant, il y avait ce grand bassin d'eau chaude en plein centre qui faisait doucement monter la température de tout le bâtiment. Les Romains se sont servis de la source de Basse, mais ils se sont également tournés vers le ciel pour trouver une autre source d'énergie thermique, les rayons du soleil. Aujourd'hui, l'énergie solaire fait partie de notre quotidien, mais il y a des milliers d'années, nos ancêtres exploitaient déjà la chaleur de l'astre solaire. Les peuples de l'Antiquité savaient utiliser le soleil pour réchauffer l'air ambiant. Ils construisaient leurs maisons de manière à lui faire face. Et ils mettaient du vitrage dans leurs bâtiments publics pour retenir un maximum de chaleur et ainsi augmenter la température. On a retrouvé des traces de fenêtres en verre à travers tout l'Empire. Ce morceau de verre vieux de 2000 ans a été retrouvé à la fenêtre d'un bâtiment de Pompéi. La fenêtre en question était immense. Il est extraordinaire que ce vestige ait subsisté. Les Romains savaient comment utiliser le verre pour retenir la chaleur du soleil, mais 500 ans auparavant, les Grecs avaient apparemment déjà découvert le moyen de se servir de l'énergie destructrice du soleil. On raconte qu'une arme grecque mythique aurait été employée contre les Romains au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est le miroir ardent d'Archimède. À Syracuse, dans ce qui est aujourd'hui la Sicile, l'inventeur Archimède cherchait à défendre la cité contre une attaque romaine. La légende raconte qu'il a utilisé l'énergie du soleil pour détruire les navires romains dans la rade. Cela semble improbable, mais l'histoire a survécu. En 214 avant Jésus-Christ, les Romains ont attaqué le port de Syracuse. Les habitants comptaient sur le célèbre philosophe et inventeur Archimède pour défendre leur ville. Archimède ordonna aux soldats de polir leurs boucliers de métal jusqu'à ce qu'ils brillent comme des miroirs. Il a ensuite placé les soldats autour du port, de sorte qu'ils renvoient la chaleur du soleil sur les navires romains. Archimède a conçu un système ingénieux de miroirs paraboliques. Il s'est probablement servi de boucliers polis pour envoyer un rayon de lumière très concentré sur les navires romains. Ce rayon les a sûrement aveuglés, et d'après certaines légendes, les navires ont pris feu. Il est difficile de croire que ces boucliers aient pu faire autant de dégâts. Mais s'il y en avait des centaines, cela aurait-il été possible ? Nombreux sont ceux qui refusent de croire qu'Archimède ait brûlé la flotte romaine grâce à des miroirs. Mais certains écrivains, en particulier des auteurs byzantins, affirment qu'Archimède s'est servi de miroirs et que c'était bien pour incendier les navires romains. L'idée selon laquelle Archimède aurait mis le feu à la flotte romaine de cette manière a été tournée en ridicule par bien des spécialistes. Certains historiens pensent qu'il s'est servi de lentilles et non de miroirs. Mais parmi les défenseurs de la première hypothèse, il y avait le professeur Ioannis Sakkas. Sakkas ne croyait pas qu'Archimède avait utilisé des lentilles, mais qu'il s'était bel et bien servi de miroirs qui étaient en fait des boucliers polis à l'extrême et qu'on avait orientés de manière à ce qu'ils reflètent les rayons du soleil vers une même cible et y mettent le feu. Jamais là de ces expérimentations, le professeur Sakkas a consacré la plupart de sa carrière à reconstruire les armes sophistiquées de la Grèce antique. Il a décidé de mettre à l'épreuve l'hypothèse des miroirs d'Archimède.
Ioannis Sakas a réussi à allumer un feu avec une rangée de boucliers en métal poli. Mais il a poussé l'expérience plus loin avec la coopération de la marine grecque. Il a fini par organiser sa grande expérience en novembre 1973. Il a donc mis à contribution des marins de la base navale de Balaska au Pirée. Il leur a donné 70 boucliers extrêmement bien polis et il leur a demandé de mettre le feu à une petite réplique de bâtiment romain qu'on avait construit avec les matériaux de l'époque. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'expérience a prouvé que les miroirs ardents d'Archimède auraient fonctionné. Après tout, ce n'est peut-être pas une légende. La fumée est apparue et au bout d'1 ou 2 minutes, il ne restait plus que des cendres. Cette technique de la Grèce antique est utilisée par les scientifiques de notre époque. La comparaison est extraordinaire. Des scientifiques américains du Colorado ont mis au point un prototype de fournaise à énergie solaire qui fonctionne sur le même principe que le miroir ardent d'Archimède. Des centaines de miroirs sont dirigés vers un même point qui atteint alors la température de 1000 degrés. Cela servira entre autres à la manufacture pour les industries de haute technologie. Nos ancêtres connaissaient une autre grande source d'énergie venue du ciel. Une force si grande et dévastatrice qu'ils la croyaient venue des dieux. L'énergie électrique. Des découvertes en Égypte, en Crète et en Grèce ont montré que les peuples de l'Antiquité savaient attirer la foudre sur leurs temples. Ils avaient conscience de la puissance électrique et ils avaient compris qu'ils pouvaient l'attirer vers le sol en utilisant des perches conductrices. Les Minoens qui vivaient en Crète il y a plus de 3500 ans ont bâti des temples au sommet des hauts pics de montagne. Ils y dressaient des mâts en forme de lance qui montaient haut dans le ciel. Des dessins minoens ont révélé la fonction de ces mâts qui, lorsqu'ils étaient en métal, attiraient les éclairs lors des orages. La foudre impressionnait beaucoup ceux qui priaient les dieux. En attirant les éclairs, les prêtres pouvaient bénéficier d'un effet retentissant et convertir les foules. Cela devait être très impressionnant au plus fort de l'orage lorsque la foudre frappait. D'après certains spécialistes, il existait une secte d'adorateurs des éclairs qui considéraient qu'en attirant la foudre, ils provoqueraient la pluie dont ils avaient tant besoin. Il est intéressant de constater que les mâts minoens ont la même forme pointue que ceux utilisés par Benjamin Franklin lorsqu'il les a réinventés en 1752, bien des siècles plus tard. En haut des collines du Péloponnèse, on a retrouvé des temples grecs dont les archéologues pensent aussi qu'ils ont été bâtis là pour attirer la foudre. Les philosophes de la Grèce antique ont également cherché une explication scientifique à ces éclairs mystérieux. Le philosophe Xénophane de Colophon a tenté d'expliquer la foudre. Il rejetait l'idée selon laquelle c'était Zeus qui lançait les éclairs et a essayé d'établir une théorie en rapport avec les nuages. Je suppose qu'il avait raison dans une certaine mesure. On a aussi retrouvé des indices dans un temple d'Égypte qui indiquent que des mâts recouverts de cuivre ont été attachés à l'entrée du temple d'Edfou en 212 avant Jésus-Christ. Apparemment, les Égyptiens avaient compris que le cuivre était un bon conducteur. On l'utilise encore aujourd'hui dans nos câbles électriques. Les peuples qui voulaient attirer la foudre devaient comprendre son fonctionnement. Il y avait une autre forme d'électricité, moins impressionnante, mais tout aussi importante et que nos ancêtres considéraient comme sacrée. Les Mycéniens qui vivaient dans la Grèce antique avaient découvert une matière dont les pouvoirs semblaient magiques. L'ambre, beau et précieux. L'ambre peut retenir une charge d'électricité statique. Le professeur Bill Cavanagh est convaincu que les Mycéniens appréciaient l'ambre à cause de ses propriétés électrostatiques il y a 3500 ans de cela.
Si l'ambre leur était si précieux, c'est en partie à cause de ses propriétés électrostatiques. En fait, cette matière semble insuffler de la vie à des choses qui paraissent mortes ou inertes. C'est grâce à l'électricité comme nous le savons aujourd'hui. Je vais prendre ce morceau d'ambre et le frotter sur ma veste de laine. Cela lui donne une charge électrostatique. On va voir si ça attire la plume. C'était de la magie pour les Mycéniens. Ils avaient dû penser que l'ambre était habité par une force étrange. D'ailleurs, ambre se dit électron en grec. À Mycène, leur capitale, ils ont enterré de superbes objets d'ambre au même titre que l'or qu'ils possédaient. Mycénès était probablement la plus belle ville de Grèce pendant l'âge du bronze. En fait, elle est devenue très importante entre 1800 et 1700 avant Jésus-Christ. Parmi les signes de sa richesse, on a trouvé la trace de rites funéraires très fastueux. Certains des objets les plus beaux et les plus précieux de la Grèce antique viennent des sites funéraires de Mycène. Parmi eux, il y a le masque du grand roi Agamemnon qui a vécu dans cette cité. De grands bijoux en ambre baltique ont également été découverts, ce qui témoigne de l'importance de l'ambre chez les Mycéniens. D'après la légende, le dieu Phaéton aurait été foudroyé par Zeus et les larmes de ses sœurs se seraient transformées en ambre. Ce n'est qu'une histoire, mais elle indique peut-être que les Grecs avaient fait le lien entre la foudre et la charge électrique de la pierre. Mais nos ancêtres auraient-ils pu aller plus loin ? Parmi les plus grandes énigmes de l'Antiquité, il y a un objet qui tente à montrer que les peuples antiques auraient réussi à créer de l'électricité. L'idée semble inconcevable, mais on a retrouvé un vestige exceptionnel à Bagdad en 1936. Les archéologues ont mis à jour un tombeau enterré sous la ville et à l'intérieur se trouvait une jarre de Mésopotamie que l'on fait communément remonter entre 250 avant et 250 après Jésus-Christ. Mais que recelait cette jarre mystérieuse ? La pile de Bagdad était une petite jarre d'argile avec un bouchon en asphalte. Elle était traversée en son milieu par une baguette en fer, elle-même encerclée par un cylindre de cuivre. Lorsqu'on la remplissait avec une substance électrolytique comme le vinaigre ou le jus de raisin, la jarre produisait un peu plus d'1 volt d'électricité. C'est une découverte fantastique. Nos ancêtres avaient inventé la pile il y a 2000 ans. Nombreux sont les sceptiques face à cette pile vieille de 2 millénaires. Pourtant, il a été prouvé que cette jarre pouvait créer un courant électrique. Voici la reproduction de l'un des objets les plus mystérieux de l'Antiquité. Ce récipient en céramique a été trouvé aux abords de Bagdad dans les années 30. En l'étudiant, on a découvert 2 pièces métalliques, un tube de cuivre et à l'intérieur une tige de fer. Ces 2 métaux produisent de l'électricité. On ne pensait pas que les gens de l'époque avaient compris ce phénomène. Et il s'agit effectivement d'une pile, ce qui est l'une des explications possibles. Alors elle précéderait Volta et Galvani de 2000 ans. Mais pouvait-on vraiment s'en servir comme d'une pile ? Si l'on compare la pile de Bagdad avec les premiers modèles qui datent de 120 ans, on trouve certains points communs. Les premières piles étaient elles aussi faites d'un récipient avec 2 électrodes, positives et négatives, séparées par un fluide électrolytique. Voici des piles du milieu du 19e siècle, telles que le français Georges Leclanché les a inventées en 1867. Ce sont des jarres en verre. À l'intérieur, il y a un pot perméable au milieu duquel on trouve une baguette de carbone. C'est le pôle négatif. Le pôle positif, c'est cette tige de zinc.
Cela fonctionnait comme la pile de Bagdad, c'est-à-dire que cela créait une charge très faible. Si la pile de Bagdad fonctionnait selon le même principe que les premières piles modernes, pouvait-elle donc créer un courant électrique ? On a décidé de recréer la pile de Bagdad en utilisant des matériaux qui soient les plus proches possibles de ceux d'origine. On prend un tube de cuivre dont on se sert habituellement en plomberie et qui a le même calibre. La tige au milieu est en acier et non pas en fer, car il est difficile de se procurer du fer pur de nos jours. En ajoutant le vinaigre, on va voir si on peut reproduire le voltage de cet objet antique. Une substance électrolytique, comme le vinaigre, permet aux ions de circuler entre les deux pôles. Les particules sont attirées par la polarité inverse et cela crée un courant électrique. La tige de fer sert de pôle positif et le tube de cuivre de pôle négatif. En branchant un petit haut-parleur, on peut entendre la réaction électrique. Si l'on branche un voltmètre sur la pile, il indique un courant d'à peu près 1 volt. L'usage de cette source électrique fait l'objet de beaucoup d'hypothèses. On l'utilisait peut-être pour la médecine ou pour la religion, mais certains doutent même que ses propriétés électriques aient été utilisées. On aime tous les grandes histoires, et la pile de Bagdad en fait partie. Mais en tant qu'archéologue, je n'y crois pas vraiment. Je ne dirais pas que c'était une pile destinée à fournir de l'électricité, mais plutôt un assemblage rituel de différents objets dont on ignore les détails, mais qui aurait nécessité tous ces éléments. Mais il y a une hypothèse que de nombreux spécialistes considèrent comme la plus probable quant à l'utilisation de la pile de Bagdad. La pile de Bagdad ne produisait pas beaucoup de courant, à peine plus d'1 volt, mais c'était suffisant pour plaquer de l'or sur de l'argent. Ce que la pile de Bagdad prouverait alors, c'est que l'électrolyse est une découverte très ancienne. On considère l'application d'un métal par électrolyse comme un procédé moderne, mais la pile de Bagdad a peut-être permis à nos ancêtres de maîtriser cette technique. On tente l'expérience en plongeant cette pièce dans une solution d'or, elle-même reliée à 3 répliques de la pile de Bagdad qui libèrent un courant électrique dans le liquide. L'or est attiré par l'objet et au bout de quelques minutes, la pièce en est entièrement recouverte. La pile de Bagdad semble prouver l'idée incroyable selon laquelle des gens qui vivaient il y a des milliers d'années pouvaient créer de petits courants électriques. Pourtant, lorsqu'on observe l'ensemble des exploits techniques de l'Antiquité, chez les Grecs, les Romains ou les Mésopotamiens, nombre de ces inventions nous semblent extraordinaires et très sophistiquées. Ainsi, il n'est peut-être pas si ridicule de penser que nos ancêtres avaient fait les premiers pas vers la création d'appareils électriques. Il y a beaucoup d'inventions que l'on préférerait considérer comme modernes, mais les hommes de l'Antiquité avaient déjà effectué d'immenses progrès techniques que nous nous sommes ensuite attribués. Nos ancêtres avaient compris qu'ils pouvaient se servir des forces de la nature et fabriquer des machines automatisées. Mais sans les travaux de Vitruve, nous en saurions bien peu sur ces techniques anciennes. Aujourd'hui, nous disposons de fragments d'informations, d'indices sur ce dont les hommes de l'époque étaient capables. En découvrant ces machines extraordinaires, nous percevons les découvertes sensationnelles qui ont été faites il y a des milliers d'années. Autant d'inventions perdues pendant des millénaires et qui ont été réinventées au temps moderne. On ne peut qu'imaginer les innovations antiques qu'il nous reste encore à découvrir.